Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. FAQ et analyse, on mélange un petit peu les deux vidéos. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc on commence direct avec l'analyse des séquences vidéo. On a sélectionné quelques séquences, les buts principalement, c'est évident, et puis quelques actions aussi qui partaient dans notre dos. Voilà, comment le Bayern a essayé de battre ce Barça, c'était assez évident, mais voilà, on va le montrer. Mais avant de commencer l'analyse vraiment vidéo, on va revenir sur quelques petites stats sur la structure de l'équipe aussi. Déjà, ce qu'on peut voir à gauche là sur le graphique, c'est les expected goals, les chances de but et puis les buts marqués. Alors là, on voit une chose assez étonnante, on va dire, de la part du Barça quand on regarde le Barça des dernières saisons. C'est surtout qu'on a très peu de grosses occasions ici et qu'on a 3 buts. 3 buts avec des actions qui sont pas vraiment des grosses actions où tu peux potentiellement marquer assez facilement. À la différence là, regardez du Bayern, regardez la chance, la big chance. Il y a vraiment une chance de quasiment 1. Voilà, ils ont marqué ici, sur leur grosse occasion, leur première grosse occasion. Et là, il y a eu quand même une bonne occasion. Ils n'ont pas marqué. Nous, regardez ici, on l'a marqué. Et la première grosse occasion, eux, de leur match, ils la mettent au fond. Mais après derrière on a une grosse occasion là, certes on met le but, là elle est toute petite l'occasion, là aussi, et on arrive quand même à enfoncer le clou. Et ça c'est vraiment signe que ce Barça est ultra efficace déjà, évidemment, mais que les joueurs sont beaucoup plus en forme, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus tueurs devant par rapport aux dernières saisons. Regardez le match de Rafinha, prenez ce Rafinha là, il y a 2 saisons, on n'aurait peut-être pas marqué ces buts-là. Ça me paraît assez évident. Maintenant, on va regarder la structure de l'équipe. On voit quand même un bloc du Barça très compact, surtout dans l'axe, et surtout très bas. On sait que le Bayern a quand même bien dominé ce Barça-là en termes de possession, surtout. Avec un Bayern qui est plus dans notre moitié de terrain que l'inverse. Un Bayern qui avait du mal, on le voit, à passer dans l'axe. On voit quand même pas mal que dans l'axe-là, il y a pas grand monde. On voit que nous, c'est assez dense dans l'axe, donc ça s'emboîte un petit peu parfaitement. On voit que ce Bayern a essayé de passer par les côté. Après c'était évident d'attirer, faire des appels dans l'axe, on va le voir de toute façon dans la vidéo, mais beaucoup de transversales avec donc Kim je crois, hein, le sud-coréen qui faisait pas mal de longs ballons effectivement sur Olysée, et même Guerrero aussi des fois qui envoyait des ballons dans le dos, la petite connexion Niabri aussi, Davis, ça a essayé de passer surtout par les côtés, d'essayer d'envoyer des ballons au-dessus de la défense, mais voilà, très peu de jeu axial et pas beaucoup de jeu non plus à terre ou court, où c'était assez rare quand même. On le voit là, hein, Harry Kane et Müller, 0 transmission entre les deux alors que c'était les 2 joueurs axiaux du match côté Bayern. Un Barça qui a beaucoup plus joué en passe, on le voit, un Lewandowski très bas, plus bas que Fermin Lopez. Ça c'est pas vraiment étonnant, Lewandowski qui était souvent trouvé sur des dégagements, qui devait se battre avec Kim, et un Fermin Lopez qui prenait plus la profondeur, avec un Rafinha aussi qui prenait la profondeur évidemment. Un Casado Pedri, vraiment double pivot là, une défense vraiment à 4 aussi. Baldé et Koundé qui étaient plus concentrés sur la défense que sur l'attaque. Un Lamine Yamal aussi beaucoup plus bas qu'à son habitude. D'habitude on le voit un petit peu comme Olysée là, un petit peu à droite, un petit peu plus haut que les autres, collé à la ligne. Là il est vraiment rentré dans l'axe, participer au jeu et essayer d'apporter aussi sa qualité technique pour justement mettre le pied sur le ballon et essayer de calmer un petit peu le Bayern, parce que sur les 20 premières minutes on n'a pas trop vu le jour on va dire, et ça aurait pu mal se terminer, mais on a commencé à poser justement ce pied sur le ballon grâce à Pedri, grâce à Lamine qui est redescendu un petit peu plus bas au cœur du jeu, et ça nous a fait du bien. Autre petit graphique pour représenter un petit peu la progression de la balle, et on voit hein, la progression de la balle. D'habitude le Barça est très haut ici, avec un Inigo Martinez par exemple qui est souvent là avec Koubarsi, et là regardez, ceux qui ont fait le plus progresser la balle c'est Lamine Yamal, preuve à quel point il est descendu assez bas. C'est Casado, bon c'est Inigo Martinez évidemment, surtout par la passe, mais voilà, Pedri, Lamine, Casado, Inigo, soit par les courses, soit par les passes. Mais voilà, principalement les joueurs du Bayern ont fait progresser le ballon. C'est parce que ils ont eu plus la balle, tout ça, donc c'est pas forcément étonnant. Mais regardez Koubarsi et Inigo, normalement c'est eux les deux plus hauts, ils sont dans cette zone là, on va dire, c'est eux normalement qui dominent un petit peu ce graphique là. Et là on le voit, hein, Alphonso Davies par ses courses avec Niabri sur le couloir gauche, des joueurs qui portaient vraiment beaucoup le ballon et qui percutaient du côté de Koundé, qui s'en est plutôt bien sorti, et là qui fait progresser par la passe
surtout Min Jae, le coréen, donc je perds son nom à chaque fois, qui souvent par la passe essayait d'envoyer des transversales, comme on l'a dit tout à l'heure, sur Olysée, sur les côtés ou quoi. Autre chose assez marrant, je sais pas, non c'est pas vraiment marrant, mais on va retourner un petit peu en arrière et voir un petit peu la différence entre ce Bayern là et ce Barça, ce match, vous savez le fameux match Bayern-Barça, donc c'était à l'extérieur, où le Barça avait vraiment dominé, et on le voit 53% de possession de balle pour le Barça à 47, bon alors c'est pas une grosse domination, mais on avait eu quand même plus la balle, on avait eu des expected goals à 2 et le Bayern 1,71, on s'était procuré 3 grosses occasions, le Bayern 2, on avait fait un total de 18 tirs à 13 pour le Bayern, donc vraiment on avait dominé ce match là, on avait fait plus de passes, plus de tirs, plus de grosses chances, donc on était au-dessus de ce Bayern, et le score avait fini 2-0, vous le savez, et puis on avait fini par être éliminé de la Ligue des Champions en phase de poule. Et quand on regarde ce Barça-Bayern d'hier, donc 4-1, on voit la possession de balle, on l'a complètement abandonné. On a 40% de possession de balle contre 60 pour le Bayern. On voit les expected goals. Bon, le Bayern, ils sont à 1, ils sont à moins donc. Franchement, ils ont été très peu dangereux. Ça, c'est grâce peut-être, je pense, à notre défense haute. Et le Barça est à 2,23. Tout à l'heure, on était à 2, autour de 2, sauf que tout à l'heure, on a mis 0 but. Enfin, tout à l'heure, il y a 2 ans, on n'avait mis aucun but. Et là, on a 4 grosses chances, 4 buts. Donc sur les 4 grosses occasions vraiment du match, on met 4 buts. On a fait 12 tirs contre 18 il y a 2 ans. Donc qu'est-ce qui a vraiment changé entre ce Barça-là et le Barça d'il y a 2 ans? Bah déjà on a lâché, on va dire, on n'a pas eu cette volonté vraiment d'avoir la possession à tout prix. On a laissé la possession au Bayern. Est-ce qu'on a vraiment laissé volontairement ou est-ce qu'on ne pouvait pas avoir la possession? Parce que le Bayern a réussi à sortir du pressing, tout ça, ils étaient quand même assez bons dans la conservation de balles. Mais il y a cette volonté de plus agir en contre-attaque, d'avoir cette défense très haute aussi qui empêche le Bayern d'être dangereux, on va dire, à l'entrée de la surface. Forcer le Bayern à jouer long, le temps que la défense se replace, tout ça. Et ouais, leur laisser la balle un petit peu, les laisser monter un petit peu sur le terrain pour mieux les contrer et jouer dans leur dos, quoi. Tout simplement, et là ça a fonctionné. Et puis la grosse différence évidemment, c'est qu'on a 4 grosses occasions et qu'on met 4 buts, quoi. On a un Rafinha complètement clinique, ce qui ne serait pas arrivé potentiellement il y a 2 ans. Donc bref, on commence la séquence. Là c'est le début du match, hein. Donc on voit le Bayern qui a la volonté vraiment d'enfermer le Barça très haut. Vous voyez comme ça comment ça se resserre sur Baldé. Ici, là il y a très peu de... Il n'y a pas Rafinha par exemple qui est là. Il est assez haut sur le terrain. Là il y a Lewandowski qui va arriver, mais Rafinha vraiment très haut. La volonté d'aller chercher Robert en appui devant, mais un bloc assez découpé au final avec un Rafinha. Alors peut-être que Rafinha juste avant il avait fait appel et qu'il était un peu hors de position, mais Rafinha n'est pas là. Rafinha n'est pas là. Là on a Pedri qui est encerclé avec il y avait un marquage individuel, hein. Alphonso Davies sur Lamine Yamal, Müller bon sur Casado c'est pas exactement, mais il me semble que oui il était un peu au marquage en phase défensive, et surtout un Palhinha qui lâchait pas Pedri, quoi, d'une semelle. Donc au début du match il y a cette volonté de ressortir court avec Inigo qui fait la passe à Baldé. On va chercher Lewandowski en appui. Et là, donc on a Rafinha très haut avec un Fermin très haut. Comme on l'a vu tout à l'heure sur la structure, Fermin qui est plus haut que Robert, qui est au niveau limite de Rafinha, un buteur. Un Lamine Yamal déjà un peu assez bas et assez au cœur du jeu pour apporter un petit peu son soutien. Donc le gros duel du match, hein, c'était aussi ça, c'était Robert contre Min Jae qui lui a pas laissé vraiment d'espace. Vraiment, il y avait ce gros duel là entre les deux et on le voit, il va le foutre par terre et tout ça. Très costaud, hein, quand même le coréen. Et puis derrière, là, on a quand même la volonté de ce Bayern là de nous enfermer, de presser très haut. Mais derrière, là, on a Upamecano et Kimmich qui sont là. Et donc il n'y a personne d'autre. Là on est sur du 2 contre 2. Ils ont pris des risques, ça n'a pas payé. Enfin ça a payé mais pour nous. Donc là ce qu'il va y avoir aussi c'est Fermin et Rafinha qui vont croiser leur appel. Donc forcément Upamecano il va se concentrer sur Fermin. Il va y avoir ce petit moment d'inattention où les deux vont inverser. Upamecano il laisse Rafinha à Kimmich. Et Fermin là qui va demander la balle, qui va être servi par Pedri, hein. Pedri qui va avoir cette qualité aussi pour... Ici tu te dis la passe elle va pas passer. Pour qui, tu vois? Il est encadré complet et tu te dis ça peut pas passer, et pourtant ça passe pour Fermin, quoi. Après c'est toute la qualité de Pedri pour ressortir les ballons comme ça sous pression dans des tout petits espaces, c'est magnifique. Et puis là qu'est-ce qu'on a? Comme je l'ai dit, l'appel croisé entre Rafinha et Fermin. Et du coup, Kimmich, là, vous voyez, il y a un petit moment d'hésitation où Kimmich et Upamecano, ils veulent un peu tous les deux aller sur Fermin. Et du coup, ils lâchent un petit peu du regard Rafinha. Puis après, Rafinha, il part complètement seul, hein. Il part complètement seul. Là, un Rafinha d'il y a 2 saisons, moi, j'aime bien Rafinha et tout ce qu'il dégage. Tu vois il mérite. Tout ce qui lui arrive, en gros, il mérite.
après tout ce qu'il a vécu et tout. Il y a eu des problèmes psychologiques où il était à deux doigts de limite d'abandonner le football. Il a dit que c'était très dur pour lui les critiques. Et au final, c'est un peu la rédemption là. Mais voilà, il y a 2 ans, Rafinha, par exemple là, il se serait mal emmené la balle. Il aurait fait une course de balle, il aurait eu tellement la pression peut-être que la balle, il l'aurait mal emmené, il se serait fait rattraper par Kimmich, il aurait taclé. Au lieu d'aller dribbler Neuer, peut-être qu'il aurait essayé de tirer, il aurait tiré sur Neuer, tu vois. C'est pas pour critiquer Rafinha que je dis ça, mais c'est vraiment quelque chose que je pense qui aurait pu arriver il y a 2 ans, quoi. Il y a 2 saisons, c'est quand Rafinha est arrivé. On voyait ce genre de choses, ce genre d'action. Et là, on a un Rafinha clinique, tueur. Il a totalement vrillé de changer de mentalité et on voit un Rafinha possédé depuis, de toute façon, comme on l'a dit, puis un peu la moitié de la saison dernière aussi. Contre le PSG, on avait vu un Rafinha aussi tueur dans l'esprit, un des seuls vraiment au niveau en Ligue des Champions. Là, on peut dire qu'il a été au niveau de la Ligue des Champions aussi. Donc là, c'est toujours le début de match, hein. On n'a même pas dépassé la 10e minute. Le Bayern a pris le dessus. Concrètement, ils ont commencé à poser le pied sur le ballon. Nous, on essayait de défendre, mais on avait quand même un peu de mal. Comme je l'ai dit dans l'avant-match, Neuer, qui participait beaucoup aux sorties de balles, qui est utilisé comme défenseur central, qui n'est même pas utilisé comme gardien. En phase de possession, vraiment Neuer, la qualité balle au pied, c'est exceptionnel. Il est vraiment utilisé, regardez-le, comme je vous le disais en avant-match, Neuer est utilisé comme deuxième central. Là, on a Minge, qui est là, défenseur central gauche, et Neuer, défenseur central droit, Upamecano comme latéral, et Guerreiro qui est là beaucoup plus haut à côté de Müller. Donc vraiment il y a ce petit truc en plus, parce que si tu vas presser le gardien, tu seras 9 parce que tu auras ton joueur qui aura pressé le gardien, il te restera 9 joueurs de champ plus le gardien, mais le gardien va pas aller presser évidemment l'attaquant, c'est logique. Donc vraiment il y a cette supériorité là à la base des actions pour le Bayern, avec la qualité de relance de Neuer qui est utilisé comme défenseur. Bayern donc qui va jouer toujours cette connexion Alphonso Davies-Gnabry qui a plutôt bien fonctionné, même si ils n'ont pas apporté énormément de danger en soi, mais quand même ça arrivait à bien fonctionner. Avec un Koundé toujours, les latéraux qui vont presser les autres latéraux, il y a toujours cette volonté. Avec Koubarsi qui coulisse et qui marque l'ailier, au lieu que ça soit Koundé qui reste sur son ailier, c'est Koubarsi qui vient presser l'ailier, et Koundé donc qui va presser Alphonso Davies ici. Donc le Bayern qui arrive à sortir facilement au final avec un Harry Kane qui descendait très bas aussi. On parle souvent de Lewandowski, il descend trop bas pour participer au jeu. Harry Kane, ça l'empêche pas de marquer et ça l'empêche pas non plus de participer au jeu. Du moment qu'il y a des joueurs qui prennent sa place ou du moment que ça marque, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc un Harry Kane toujours très bas qui vient participer, classique. Un Barça qui se regroupe ici dans cette zone-là, qui oublie un petit peu justement Müller qui descendait aussi très bas avec Guerreiro de l'autre côté. Et un Bayern donc qui va coulisser, chercher Harry Kane qui va trouver Müller ici, quoi. Et du coup, tout un Barça qui se fait battre, on va dire, par le pressing. Un Rafinha qui était sur le Upamecano au final. Du coup, qui lâche un petit peu cet axe-là. Il aurait peut-être dû un petit peu descendre, faire l'effort pour aller fermer cette passe-là pour Müller. Le Bayern, donc, qui va passer de droite à gauche. En fait, ce qu'ils faisaient souvent, c'est qu'ils envoyaient des longs ballons sur la droite et après, ils envoyaient des longs ballons sur la gauche et ils finissaient dans l'axe. C'est un petit peu ce qui va se passer souvent. Bon, pas spécialement sur cette action. Mais en tout cas, c'est ce qui se passait pendant le match. On a Guerreiro qui va faire sa course là pour entrer dans l'axe, qui va aller trouver Olysée. Et avec cette course là de Guerreiro qui était très... Franchement, Guerreiro a été très bon. Souvent après, j'ai vu un petit peu quelques extraits du Bayern, tout ça, cette saison. Et Guerreiro, je le trouve quand même assez excellent. Très utile dans ce Bayern là de compagnie. Donc là, son appel, il emporte Pedri et Baldé. On a Inigo qui sort un petit peu de sa défense. Donc là, on a une défense qui est plus du tout aligné déjà, ça peut être très dangereux. Si là Harry Kane par exemple il fait son appel ici, Olysée il peut le servir là entre Inigo et Pedri, ça peut être très dangereux. Il aurait même pu servir Guerreiro en soi, mais il va pas le faire. Il aurait pu, parce qu'il aurait peut-être pas été hors jeu. Là la défense elle est pas alignée, les défenseurs ils essaient d'être concentrés forcément, mais on voit Baldé et Pedri qui sont descendus, Inigo qui sort de sa défense comme je l'ai dit. Donc là Müller qui fait son appel de l'autre côté, je crois pas qu'il soit hors jeu Müller, mais c'est Harry Kane qui finira par être hors jeu. Donc Olysée qui repasse par Müller sur le côté, Müller qui va centrer donc on a vraiment cette volonté du Bayern de faire des gauche-droite pour faire coulisser le Barça, pour les balader un petit peu de gauche à droite et qu'ils soient un petit peu du coup qui perdent leur placement, leur bon placement. Après faire des différences comme celle-là, Harry Kane qui fait parler son expérience aussi, qui va mettre un petit coup vite fait à Koubarsi, le gêner un petit peu pour passer devant au physique et qui va finir de la tête. Bon, Iñaki Peña qui aurait pu faire quelque chose peut-être, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Heureusement qu'il était hors jeu, mais voilà. Il y a cette volonté du Bayern de sortir les ballons et le pressing du Barça par moment, comme l'a dit Flick en conférence de presse après le match, il y a des moments où le pressing n'a pas été efficace.
et du coup le Bayern a pu en profiter. Enfin pas tant que ça parce qu'ils se sont fait laver, mais voilà, vous m'avez compris. Là encore la volonté, je vais pas faire une longue séquence là-dessus, c'est juste pour montrer la défense haute, encore une fois qui s'aligne. La volonté du Bayern de passer au-dessus de la défense. Un Harry Kane qui fait d'abord son appel pour attirer un petit peu, faire un petit peu reculer cette défense, on va dire, pour que cette défense, une fois qu'elle a reculé, elle ressort, elle avance. Encore une fois pour se réaligner, pour défendre en avançant, et c'est à ce moment là que les deuxièmes appels se font quoi. Donc là on a beaucoup d'appels, on a Gnabry, Guerreiro, je pense qui est très axial, ou alors c'est Müller, Guerreiro doit être là, et Olise. Et donc là Kimmich, encore une fois on avait dit évidemment le jeu long de Kimmich, attention parce que ça peut faire des dégâts, avec un Alphonso Davies aussi qui est dans le dos de Koundé. Koundé il avait du taf parce qu'il avait Gnabry et Alphonso Davies, souvent il devait défendre sur les deux quoi. Donc là il y a cette volonté voilà, de passer au-dessus de la défense, il y aura quand même un retour de Koubarsi, mais de toute façon Gnabry était hors jeu, enfin en tout cas il a été signalé, donc pas de danger, mais il y a toujours cette volonté, on l'avait dit avant le match, est-ce que le Barça va défendre de la même manière que d'habitude, avec une ligne de défense très haute? La réponse est là, oui, oui ils l'ont fait. Séquence de légalisation du Bayern, ça part donc encore une fois, on voit la ligne très compacte déjà, le bloc du Barça, très axial avec un Lamine voilà, qui restait un petit peu sur Alphonso Davies, tout ça, un Casado Pedri double pivot assez bas, au final juste devant la défense est alignée très très haute, et toujours Min-jae donc qui joue long sur Olise. On l'a dit en début de match, cette petite connexion là entre les deux, ça faisait souvent des transversales comme ça, Min-jae défense pour Olise qui était un petit peu seul. On l'a vu de toute façon sur la structure tout à l'heure en début de vidéo où Olise collait souvent la ligne, était assez haut on va dire. Il y a la transversale sur donc Olise avec un Guerreiro qui faisait beaucoup d'appels à l'intérieur dans le dos de Baldé, donc Baldé aussi, il fallait qu'il soit concentré, il avait du taf. Pedri essayait de redescendre pour l'aider, mais bon voilà, Pedri c'est pas... alors c'est un très bon récupérateur, c'est un très gros travailleur de l'ombre aussi, même si c'est un artiste, il fait un peu les deux, mais quand même c'est pas un milieu défensif, voilà, donc ça partait quand même beaucoup dans le dos de Baldé, il fallait être là en soutien, donc Olise se sert de cet appel là pour rentrer intérieur, et là justement comme on l'a dit, les appels dans l'axe pour attirer un peu cette défense, et Koundé donc qui est attiré, qui resserre dans l'axe évidemment, il va pas être là sur Gnabry et laisser l'axe ouvert on va dire. Donc très axial Koundé, mais souvent du coup on avait Gnabry qui était seul de l'autre côté ou Alphonso Davies, et ça partait dans le dos. De toute façon ça partait souvent surtout en première mi-temps, dans le dos de Baldé et dans le dos de Koundé. Donc Olise qui va trouver, donc on a trouvé transversal sur Olise qui va renverser le jeu encore sur Gnabry dans le dos de Koundé. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la volonté de ce Bayern de balader de gauche à droite ce bloc du Barça, et au final ça finit comme ça. Ça finit avec une défense forcément qui est un petit peu moins bien placé, moins compact, moins bien aligné, parce que on fait que d'être baladé de gauche à droite, on bouge, donc forcément au bout d'un moment le bloc n'est plus un bloc. Donc Gnabry qui va centrer pour Harry Kane, qui va marquer un très beau but, un très beau but de Harry Kane, un peu acrobatique, tout ça, qui prend un contre-pied Peña. Est-ce que Peña aurait pu la sortir? J'en sais rien, ça reste Harry Kane qui a 1 mètre des cages, 2 mètres, bon je vais pas en vouloir à Iñaki non plus, ça va, surtout qu'on gagne le match, donc ça va. Mais voilà, de base de toute façon Iñaki, voilà, maintenant c'est le dernier rempart, mais avant ça il y a un Bayern qui joue bien aussi, qui joue bien le coup, et un Barça qui essaie de défendre, mais qui sur cette action en tout cas est un peu impuissant, parce que le Bayern sur ces 20 premières minutes, de toute façon dans le match, était largement supérieur à nous, on va dire. Après ça s'est un peu plus équilibré à partir de la 20e. Donc on joue la 35e, 36e minute, on va aller prendre le dessus sur le Bayern, et à partir de là, le Bayern ne reviendra plus. On a un Rafinha qui vient là. Vous savez, Rafinha il rentre à l'intérieur du jeu normalement, ailier gauche axial, et là on a Rafinha qui bouge, qui vient du côté de Lamine, un Fermin Lopez toujours aussi côté droit, avec pour le coup un Koundé couloir, tu vois. Ça c'est un peu la différence aussi entre le début de match et après la 20e minute. On a commencé à s'installer un petit peu plus dans la moitié de terrain adverse. Donc un Koundé beaucoup plus haut, un Rafinha qui se retrouve ici et qui va faire un petit peu la différence, on va dire, même si c'est Lewandowski qui va marquer et Fermin qui va faire la passe, mais Rafinha va être utile sans ballon. Le fait qu'il se retrouve là dans cette zone du terrain, il va essayer d'attirer un petit peu les joueurs.
Ça va pas hyper bien fonctionner parce que Min-jae va quand même bien suivre Fermin, mais Fermin va bien jouer le coup. Le voir avec un petit peu de vis aussi, c'est ça qu'on a besoin. Généralement, c'est ça qui manque en Ligue des Champions. C'est un peu l'expérience, comme on dit, un petit peu le coup de vis, tu vois, le petit coup de coude, le petit truc comme ça pour avoir l'avantage. Parce que généralement, les jeunes joueurs, ils ont pas ce vis-là, ce truc de gars qui ont de l'expérience, quoi. Et au final, Fermin, il l'a. Et même Casado, il l'a montré dans le match, il l'a aussi, tu vois. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait la différence. Donc là, on va toucher Lamine Yamal et à partir de là, on voit Rafinha qui recule. Juste avant, il recule au niveau de Min-jae en fait. Donc là, Koundé qui attire toujours, donc il y a ce marquage individuel, hein. Gnabry avec Koundé, Alphonso Davies avec Lamine qui redescend du coup très bas pour toucher le ballon, qui oblige à sortir Alphonso Davies aussi. Koundé qui fait son appel aussi vers Lamine Yamal, qui attire Gnabry. Et là, on a Rafinha qui a la volonté, au final, c'est voulu, hein, qui redescend au niveau de Min-jae et qui va avancer, faire son appel dans les pieds pour attirer Min-jae. Donc Min-jae se fait pas vraiment avoir au final parce qu'on le voit, hein, il laisse Rafinha, il a bien vu Fermin, donc c'est plutôt bien joué de sa part, on va dire. Mais après, la passe, elle est plutôt bonne. Et là, il y a le petit vice de Fermin qui va mettre un petit coup dans le dos de Min-jae, qui va se plaindre. Voilà, est-ce qu'il y a faute? Est-ce que le but aurait dû être annulé? Est-ce que Min-jae qui fait 1m90, 200 kg, qui est un bufflet, est-ce que s'il se prend une petite main dans le dos, est-ce que vraiment c'est ça qui va le gêner? Sachant que pendant tout le match, il a défoncé Robert qui est pas non plus un mec tout frêle. Est-ce que vraiment c'est ce petit truc-là qui l'a empêché de sauter? J'en sais rien. Je dirais que non. Mais on peut dire qu'il y a un petit truc, il y a une petite gêne, on le voit là, Fermin qui fait une petite poussette dans le dos. Maintenant, est-ce que c'est ça qui a fait toute la différence? Je sais rien, mais en tout cas, comme on l'a dit, c'est un petit truc de roublard, un petit truc de vis qui fait la différence. Et c'est un gamin de 20 ans qui le fait, quoi. Après, il y a cette petite qualité, cette explosivité, voilà, hein, Neuer qui sort, Fermin qui va, je sais pas s'il essaie de lober Neuer ou s'il essaie vraiment de faire la passe. Je suis pas sûr qu'il essaie de faire une passe pour Robert, en vrai. On dirait qu'il essaie de passer Upamecano, c'est un peu bizarre, je sais pas trop ce qu'il essaie de faire. En attendant, Robert il est là du coup et voilà, on prend l'avantage pour la première fois, ça fait 2-1, c'est magnifique. Autre séquence là, ça va être rapide aussi, c'est juste pour montrer l'alignement. Donc un Baldé qui est un petit peu en retard aussi sur Olysée, un Gnabry qui est rentré dans l'axe, qui a battu Koundé aussi. Donc Lamine essaie de revenir. Koubarsi resserre avec Casado qui est très bas aussi. Souvent ce qu'on voit aussi cette saison, c'est un Casado qui redescend limite dans la défense. Vraiment quand on subit ou quoi, souvent on voit Casado qui redescend vraiment dans la défense. Et là, vous voyez, on a une défense à 3. Si tu comptes Koundé latéral et Baldé latéral, ça fait une défense à 5, quoi. Mais bon, au final, Olysée qui fait son appel, alors il me semble qu'il y a hors-jeu, mais appel dans le dos et ça passe comme ça, plein axe, ça c'est très dangereux. La passe, si elle est mieux, elle est moins puissante, ou un peu plus axiale, Olysée il arrive face au goal et c'est pas la même. Maintenant, je pense qu'il y a hors-jeu. Mais bon, c'est pour montrer aussi que forcément il y aura du danger comme ça. C'est un risque de jouer avec une défense aussi haute. Mais regardez, on a gagné 4-1 contre le Bayern. On a parlé de vice juste avant sur le but de Fermin. On va parler du vice de Casado maintenant. Donc là, la séquence, c'est une touche. On joue la 45e, hein, juste avant la mi-temps. Une touche du Barça qui essaie de jouer un peu vers l'avant, qui est un peu acculé voilà, par le bloc du Bayern qui presse énormément, évidemment. Le ballon qui est un peu dégagé en l'air. Koundé qui essaie de jouer le duel avec Gnabry. Et on va voir Casado qui va se battre au duel avec Müller. Müller qui va connaître Casado, qui va faire connaissance avec lui. Casado qui va, tu vois, un peu le gêner là. Ce petit coup là, Müller il est là, il se plaint. Et voilà, ça joue. On a la compagnie aussi qui est là, il y a faute, tu vois. Mais c'est comme ça aussi, c'est les petits coups de vis et tout ça. C'est ça dans le football, on l'a déjà vu. On a déjà vu des petits coups comme ça, sur les corners surtout. Hein. Sur les corners, on voit souvent il y a pas mal de coups, il y a pas mal de poussettes, on accroche un peu le maillot, tout ça. Les mecs comme Koubarsi, comme Fermin, comme Casado, ils ont ce truc-là aussi. De vieux briscards, quoi. Un peu de mecs qui vont faire des trucs comme ça à l'expérience. Donc récupération de Casado qui joue avec Pedri. Là, on a Robert qui dit à Casado de jouer de l'autre côté, mais je pense qu'il l'avait vu de toute façon. Casado, vous le savez, on en a déjà parlé, mais Casado, c'est un pivot de formation et les pivots, ils savent orienter le jeu, ils savent orienter gauche-droite, les transversales dans les couloirs, ils savent faire. Je veux dire, c'est pas nouveau. Un pivot est censé savoir orienter, que ce soit dans le couloir droit, par exemple pour Lamine Yamal, s'il est là dans l'axe en tant que pivot, Casado, il va savoir orienter à droite pour Lamine ou à gauche pour Rafinha ou pour Baldé. C'est dans ses capacités. Donc il a levé la tête, il a vu qu'il y a Rafinha, Lewandowski lui dit. Hein, donc. Et puis voilà, après c'est un but franchement comme un grand, parce que oui, c'est une passe D de Casado, on est très content pour lui. Soit la passe D, elle est ici et Rafinha
Rafinha traverse tout le terrain. Enfin, je veux dire, voilà. Ces trucs de passe décisive alors que tu fais une passe à 40 mètres des cages, bon, on pourrait considérer que c'est pas vraiment une passe décisive. Mais en soi, il fallait l'avoir celle-là. Très bien exécutée. Rafinha qui s'emmène très bien le ballon. Et vous savez, on parlait en début de vidéo de cette efficacité et de cette chance qui a tourné aussi presque. Je vous en parlais d'ailleurs dans une dernière vidéo avec le but de Pablo Torre. Pablo Torre, la dernière fois, dans le dernier match contre Séville, il tire. Limite, je sais plus si la passe pour Pablo Torre, elle est pas contrée, tu vois. Elle arrive dans les pieds de Pablo Torre, il tire et elle est contrée 2 fois par un joueur et elle rentre dans les cages. Et cette chance-là, j'ai dit la chance un petit peu du champion. Bon, je sais pas, mais en tout cas, cette chance-là, on ne l'avait pas il y a quelques temps. Là, j'ai l'impression que tout est aligné. On a toujours cette petite chance, tout ça, pour marquer des buts. Et là, cette action, moi, je la voyais pas rentrer du tout parce que Rafinha, ça se resserre sur lui et quand même... La balle, elle est entre les jambes d'Upamecano et Rafinha, il tire entre les jambes d'Upamecano quand même. Ce but-là, il est fou. Il est fou parce que il fut un temps, Rafinha, même si là il était seul, limite il marquait pas, tu vois. C'est pas pour tomber sur Rafinha que je dis ça, c'est vraiment, il y a pas si longtemps que ça, on n'avait pas autant de réussite. Et là, vraiment, t'as l'impression que tout fonctionne pour nous. Donc, c'est parfait. On est tous contents. C'est évident. Mais vraiment, il y a cette réussite, cette efficacité totale de la part de Rafinha et du Barça. C'est incroyable, quoi. Donc, vraiment, frappe entre les jambes d'Upamecano. Tu sais même pas comment elle passe. Et ça va battre Neuer quand même. Incroyable, quoi. 3-1 juste avant la mi-temps. Là, tu flingues le match. Tu flingues le moral des joueurs du Bayern. Tu redémarres la deuxième mi-temps avec un gros avantage psychologique, quoi. Dernière séquence. On va voir le 4e but. Encore une fois, une contre-attaque, hein, parce que à chaque fois, c'est des longs ballons. C'est pas des attaques vraiment placées, on va dire, où on a le bloc très haut et où on marque, tu vois, un but après une construction. C'est souvent un jeu très direct, très vertical, parce que le Bayern déjà a eu la possession de la balle, donc voilà, il y avait cette volonté de jouer en contre-attaque avec beaucoup de verticalité, un jeu très direct, comme on peut le voir depuis l'arrivée de Flick, de toute façon, c'est évident. Donc là, on joue encore un coup franc du Bayern, donc on voit, il y a gros danger sur la cage du Barça, il y a des grands gabarits quand même comparé au Barça. Palinha, Minge, Harry Kane, même Müller qui est très bon de la tête, ou Upamecano, il y en a des mecs des joueurs de tête, il y en a. Franchement, et au Barça, bon, il y a Lewandowski, il y a peut-être Inigo, à la limite Koubarsi et encore, mais c'est tout. Si on avait eu un Ronald par exemple, tu peux dire ouais, il est plutôt bon de la tête, il peut marquer Minge, ça va, mais derrière, on n'a pas cet avantage-là de gabarit, quoi. Ça part en contre, du coup, on arrive à dégager le ballon, Rafinha qui perd la balle, mais on la récupère quand même avec Baldé, et là, Rafinha est là. Voilà, Rafinha, c'est lui qui va marquer. Au départ de l'action, il est là, au niveau des défenseurs, quoi. Au niveau de Baldé, il y a Baldé qui sert Pedri qui va, Pedri magnifique, hein, de toute façon, avoir la vista, là déjà vous voyez, il tourne la tête, il voit qu'il y a Müller qui vient le presser, il a ce petit crochet là. Pedri, je l'ai dit dans le débrief hier, mais vous le savez très bien de toute façon, pour tous ceux qui voient Pedri jouer tous les week-ends, c'est tellement compliqué de lui prendre la balle. Pedri, il est injouable, tu peux pas lui prendre le ballon, il est trop fort pour protéger le ballon, il est trop fort. Il a les yeux derrière la tête déjà, il voit Müller arriver sur lui, il fait un petit crochet extérieur pour mettre le ballon devant lui, et Müller est obligé s'il veut taper, il est obligé de taper dans les jambes de Pedri. Et voilà, Pedri, il a cette capacité à protéger la balle à chaque fois, et après, la vista pour Lamine Yamal, pour ouvrir le jeu. Il y a tout le bloc du Bayern qui est ici. Un peu comme on a dit tout à l'heure, où le Bayern essayait de balader de droite à gauche le bloc du Barça. Là, c'est un peu pareil au final. Pedri qui envoie Lamine Yamal. Lamine Yamal qui touche le ballon assez bas. Et encore une fois, cette volonté de jouer vite. On a Rafinha, il est déjà là. Il a en 2 temps 3 mouvements, il s'est retrouvé ici dans le dos. Les défenseurs sont très mal alignés, encore une fois. Minge et Upamecano qui sont très costauds, mais dans l'alignement, c'est pas Inigo Martinez et Koubarsi, tout simplement. C'est ça aussi qu'il faut voir, les gars. Souvent, on entend dire que ouais, mais Ronald, quand il va revenir, il va être titulaire parce qu'il est meilleur qu'Inigo Martinez ou meilleur que Koubarsi. Peut-être qu'il a des meilleures qualités physiques, des meilleures qualités de pur défenseur, mais pas tout le monde ne sait s'aligner. Ça veut pas dire que Ronald s'aligne comme Minge ici, mais ça veut dire que si on compare Minge par exemple et Upamecano, on peut dire peut-être sur le papier ils sont meilleurs que Koubarsi et Inigo, et encore que franchement je demande à voir, mais on peut dire que sur le papier ouais, lui le défenseur il est à 86 et lui on n'est pas sur FIFA. Tu vois, les joueurs ils sont physiques, ils sont très bons défensivement, mais il y a ce manque de concentration en fait. Quand on voit la défense du Barça qui s'aligne hyper bien, très haut sur le terrain, pas tout le monde est capable de le faire.
Même le Bayern avec cette défense-là n'est pas capable de le faire. Lamine Yamal donc qui va trouver Rafinha dans le dos. Rafinha qui va faire un contrôle excellent, mais encore une fois, Rafinha il a le ballon ici. C'est un peu à l'image de la passe de Casado tout à l'heure, juste avant. Casado il fait la transversale pour Rafinha. Rafinha il chope le ballon ici. Et encore une fois, Rafinha il va tout seul. Rafinha il se retrouve tout seul là à l'entrée de la surface. Il a Upamecano et Minje qui arrivent sur lui, ça fait 400 kilos à eux deux. Il est là, excentré, sur son pied gauche. Donc on sait que normalement pied droit tu peux peut-être l'enrouler, comme il a fait tout à l'heure d'ailleurs, Rafinha. Mais là il est sur son pied gauche, là, il y a Manuel Neuer, peut-être un des meilleurs gardiens de l'histoire du football, qui est là, il est à l'entrée de la surface, il va tenter sa chance et il va marquer. Il va marquer. L'efficacité, la réussite, elle est à 100%, à 2000%. Et c'est fou, c'est ça qui a vraiment changé avec ce Barça aussi, c'est t'as l'impression que sur chaque action vraiment on peut marquer, on peut vraiment être très dangereux sur la moindre occasion. Et j'ai montré tout à l'heure le graphique sur les expected goals, je vous ai dit voilà, il y avait des petites chances de but, et ben on les a mis quand même, tu vois. Et là c'est la probabilité de marquer quand même, elle est pas hyper grande. Rafinha il est pas face au gardien, tu vois. Et pourtant, entrée de surface, il a mis à terre, Manuel Neuer est battu. C'est vraiment un Rafinha, c'est trop quoi. Sans froid, le mec est dans sa tête, c'est un requin. C'est un requin, le Tiburon c'est lui. C'est l'heure de passer à la FAQ les amis, vous avez été nombreux à me poser des questions, plus de 100 questions, c'est incroyable. Voilà, d'habitude hein, après les matchs je mets sur Instagram un petite boîte à questions en story. Et là il y a beaucoup de questions qui ont été posées, donc c'est magnifique. Je pourrais pas répondre à tout le monde, je vais essayer de faire ça le plus clairement possible, le plus rapidement. Je vais pas pouvoir prendre énormément de questions sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue, vous le savez. Mais c'est parti, on y va. On commence avec DVSS V6 qui dit on est de retour, on peut le dire ou pas? Ça n'engage que toi. Si tu as envie de dire qu'on est de retour, tu peux le dire, on est de retour. Maintenant, moi j'ai appris à arrêter de m'enflammer parce que il me semble que c'était la saison dernière. On a enchaîné quelques bons résultats, des 5-0, des trucs comme ça en début de saison en Ligue des Champions. Et ouais, on a commencé à dire ouais, tu vois, wow, ça joue vraiment bien et tout, c'est cool. Et puis après, voilà, on a vu comment ça s'était passé. Donc, est-ce qu'il est trop tôt pour dire on est de retour? Faut voir sur le long terme. Je l'avais dit dans le live d'avant-match, j'avais dit que c'est le moment aussi, même dans l'avant-match, je crois, que c'était le moment de frapper fort et de marquer un petit peu les esprits de nos adversaires, des autres supporters, peu importe, l'esprit, marquer les esprits dans le foot. De dire, en battant ce Bayern-là, en leur mettant une fessée, parce qu'on aurait pu gagner 1-0 et ça aurait été un match serré, on aurait dit, wow, le Barça c'est bien, tu vois, ils font du bon travail. Là, de battre le Bayern 4-1, c'est un peu plus. Psychologiquement, ça marque un petit peu plus. Et là, tout le monde est en train de se dire, même les adversaires, même un peu tout le monde dans le foot est en train de se dire, ok, on en est là. Et le Barça, oui, est peut-être de retour. Maintenant, comme je l'ai dit, il faudra voir sur le long terme et on fera les comptes à la fin. C'est pas maintenant, on est que en octobre. Mais cette victoire-là va faire du bien psychologiquement et va marquer, je pense. Ouais, elle va rester. Elle va rester. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas battu le Bayern que forcément une victoire 4-1 contre le Bayern, ça marque. Ensuite, il y a Arsène qui dit c'est fou de se dire que Casado ne devait pas fouler la pelouse de base, mais toi tu savais. Non, je vois beaucoup de trucs comme ça et tout. Après, c'est gentil de dire ouais, toi t'avais dit pour Casado. Moi, ce que j'avais dit pour Casado, les gars, on va pas refaire l'histoire. J'avais pas dit Casado mettait le titulaire, il va porter l'équipe. J'ai pas dit c'est un monstre. Enfin, si, j'avais dit que c'était un monstre, mais j'avais pas dit des trucs de ouf. J'avais pas dit Casado titulaire dans l'équipe sans problème, tout ça. Moi, ce que j'avais dit, c'était qu'il y avait un petit gars dans la baie qui était un leader sur le terrain, leader vraiment qui avait le gros leadership, un capitaine. Là, c'est un capitaine sans brassard, on le voit. Mais avec le Barça B ou avec les équipes de jeunes, c'est un capitaine. Moi, je suis le Barça B depuis pas 10 ans. Je suis vraiment quasiment tous les matchs, on va dire, depuis peut-être 2-3 saisons, mais pas plus. Hein. Avant, je regardais de temps en temps vaguement, où je regardais des joueurs, des highlights, des trucs comme ça, mais je me tapais pas tous les matchs, quoi. Donc là, forcément, depuis que je regarde vraiment les matchs, je vois un petit peu certains joueurs qui me tapent un petit peu dans l'œil, et Casado en faisait partie, évidemment. Il fut un temps Mika Marmol aussi, j'en avais parlé sur la chaîne, que je trouvais excellent, qui aurait pu avoir sa chance au Barça. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais franchement, Mika Marmol, il aurait été très bon, je pense. Un peu comme Inigo Martinez là. Il a moins cette agressivité, tout ça, d'un Inigo Martinez, moins cette expérience aussi, parce que c'est un jeune joueur. Mais il y avait le talent aussi, la qualité. Franchement, pour ceux qui ont connu Mika Marmol, les gars, dans l'équipe B, quand il traversait tout le terrain pour remonter le ballon, qui se retrouvait de sa surface jusqu'à la surface adverse, tu te disais, ah ouais, le mec est spécial quand même. Mais voilà, après il y a eu Casado qui a vraiment explosé aussi, même au Barça B. Et moi, ce que je disais, c'est qu'il fallait lui donner sa chance. Et c'est ce que je disais la saison dernière. Romeu n'est pas au niveau
Alors que tu ailles chercher Roméo ou pas, c'est une chose. Si tu veux aller chercher Roméo, va chercher Roméo. Mais si Roméo n'est pas au niveau, tu as un mec comme Casado. Derrière, on va mettre Christensen. On est obligé de sortir un défenseur, d'avoir un défenseur en moins parce que il faut stabiliser ce terrain-là, ce milieu de terrain. Mais tu avais Casado. Moi, ce que je voulais juste, c'est pas on met Casado titulaire capitaine. Alors oui, ça me fait plaisir pour lui. Mais ce que je voulais, c'est qu'on lui donne sa chance parce qu'il le méritait. Et on le voit cette saison. On lui a donné sa chance. Et voilà ce qu'il fait. Ça s'arrête là. Je suis très content, mais après, je suis pas devin, les gars. Hein. Ça aurait pu, Casado aurait pu jouer et ça aurait pu ne pas fonctionner. Ça aurait été triste. J'aurais eu tort à ce moment-là. Mais voilà. Mais là, ça fonctionne très bien, donc je suis très content pour lui et j'imagine que lui aussi doit être très content, très satisfait. Ensuite, on a CAD qui dit les joueurs n'ont-ils pas plus de plaisir à jouer ensemble cette année? C'est ça aussi qui fait la différence avec les dernières saisons. C'est qu'on sent des joueurs qui prennent du plaisir à jouer ensemble, des joueurs qui se régalent. Il y a des moments où les saisons, alors dans la saison dernière, dans les dernières saisons, peut-être la saison dernière, la saison d'avant ou quoi, il y a eu des matchs où on a l'impression que les joueurs se faisaient plaisir. On se souvient de certains matchs où ça jouait vraiment bien. Il n'y en a pas eu des caisses et des caisses, évidemment, mais on se souvient par exemple du Classico, le fameux, c'était un des plus beaux matchs. Bon, il y a eu un Classico aussi avant avec Aubameyang et tout, mais bon, c'était quand même pas la même équipe. Même la saison dernière, des matchs en Ligue des Champions, c'était contre Chi là où on gagne 5-0. Alors c'était une petite équipe, c'était pas. Mais on sentait quand même que les joueurs prenaient plaisir à jouer ensemble. Il y avait Cancelo, Félix, tout ça, ça combinait et t'avais cette impression là que les joueurs prenaient du plaisir. Maintenant, là, c'est encore différent. Il y a eu quelques changements aussi, bon évidemment dans le jeu avec le coach tout ça, mais chez les joueurs déjà il y a eu un changement, de mentalité, un changement je sais pas, ouais, psychologiquement j'ai l'impression que c'est quand même un peu différent. On a l'impression que Rafinha a 100 fois, 300 fois plus confiance en lui déjà quand on voit le début de saison, c'est le jour et la nuit par rapport au début de saison dernière. Lamine Yamal il a pris une dimension, il a explosé le complet avec l'Euro, tout ça, le fait de gagner l'Euro. Pedri revient à 100% et peut enfin faire confiance à son physique, on va toucher du bois évidemment, mais Pedri il peut enchaîner les matchs, enfin. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu Pedri enchaîner les matchs? C'est ça aussi les gars. Ça n'explique pas tout hein, évidemment, mais on s'en souvient quand Pedri jouait quelques matchs et repartait pour 2 mois de blessure et on n'avait pas cet enchaînement de matchs, ces automatismes, cette régularité dans le jeu parce qu'il y avait des joueurs qui manquaient à chaque fois. Là on a beaucoup de joueurs qui manquent hein. Frenkie de Jong, Gavi, Ronald, Christensen, là Dani Olmo, il y avait Fermin Lopez. Il y a eu quand même énormément d'absents et on a continué à bien jouer, ça aussi c'est une grosse différence. Mais ça fait plaisir aussi de pouvoir compter sur Pedri dans plusieurs matchs d'affilée quoi. Il y a vraiment ce plaisir retrouvé, vraiment ça saute aux yeux j'ai envie de dire. Ensuite on a Charing Crossboy qui dit est-ce le début d'une nouvelle ère? Oui, bah de toute façon à chaque fois qu'on change un petit peu de projet d'entraîneur, c'est le début d'une nouvelle ère. Quand il y a Koeman qui est arrivé, c'était le début d'une nouvelle ère, bon voilà. Quand Xavi est arrivé, c'était le début d'une nouvelle ère. Au final, ça n'a pas fonctionné. Là, Koeman, Hansi Flick arrive, c'est le début d'une nouvelle ère. Ça, c'est sûr. Mais en plus de ça, il y a une jeune génération qui se met en place. Koubarsi, depuis la saison dernière, avec Lamine Yamal aussi, qui se sont vraiment installés dans l'effectif. Mais il y en a d'autres qui arrivent. Là, il y a Casado cette saison. En début de saison, il y avait Bernal. Il y a plein d'autres jeunes qui frappent un peu à la porte, mais qui ne sont pas encore totalement prêts non plus. Mais il y a ça. Et puis la saison dernière, voilà, il y avait Fermin aussi, qui était revenu de son prêt, qui a fait une grosse saison. Fermin qui a fini quoi, une 20aine de buts, un truc comme ça, ou peut-être un peu moins, je sais plus, mais qui était quand même assez important dans l'effectif. Donc il y a cette nouvelle ère-là, de par le coach et le nouveau projet sportif, c'est évident. Mais aussi par toute cette jeunesse qui arrive là et qui est ultra talentueuse parce qu'il y a une génération comme ça. Lamine, Koubarsi, Bernal, ils ont le même âge, ils ont grandi ensemble dans les catégories jeunes et ils se retrouvent là en équipe première. Donc oui, il y a une nouvelle ère, il y a un nouveau truc qui arrive et pour les prochaines années les gars, quand on regarde dans 5-6 ans, ces joueurs-là ils seront juste à la même, enfin ouais, peut-être à la moitié de leur carrière, tu vois. Parce que là, Koubarsi, Lamine Yamal, ils démarrent à peine leur carrière. Ça fait 1 an qu'ils jouent, mais ils ont 17 ans. Ils ont 17 ans les types. Dans 6 ans, ils ont 23 ans quoi. C'est que dalle, 23 ans, ils peuvent encore jouer jusqu'à leurs 30 ans à fond, tu vois. Peut-être, on n'en sait rien, on espère, mais voilà. Bernal, pareil, même âge. C'est abusé. Yanis qui dit, fais passer le message, t'as fait, je veux, dans les commentaires. Yanis, désolé. Compris, merci. Donc dans les commentaires, les gars, Yanis veut des excuses. Qui veut le commentaire, Yanis, désolé. Donc faites péter les Yanis désolé dans les commentaires. Ensuite, on a Amine qui dit Flick, merci beaucoup. Casado, homme du match pour moi. Rafinha, masterclass. Ouais, bah ouais, hein, ouais. T'as résumé le truc. Après, il y a beaucoup d'autres choses, mais oui, on pourrait résumer tout ça à Flick.
parce que physiquement, tu sens que l'équipe elle est mieux. Donc forcément, tu dis Flick, merci. Parce que bon, l'équipe joue mieux, mais même physiquement, la préparation, tout ça, tu sens que déjà rien que comme je disais juste avant, le fait d'avoir Pedri qui enchaîne les matchs et qui se blesse moins, donc encore une fois, on va retoucher du bois. J'espère vraiment qu'on va garder Pedri à 100%. Déjà, le fait qu'il y ait ça, c'est déjà une bonne chose. On peut enchaîner les matchs, on va dire. Maintenant, Casado, je sais pas si on peut dire que c'est l'homme du match, Casado, mais il a fait un giga match. Et c'est sûr que quand on dit il nous faudrait Kimmich, au final regardez, on a Casado qui est souvent comparé à Kimmich, tout ça, ou à Verratti, ou des mecs un peu comme ça, des mecs assez petits mais qui grattent des ballons. Bon alors Verratti était plus technique à mon avis, un peu plus offensif que Casado. Kimmich il a quand même une meilleure qualité de passe, peut-être technique, mais Kimmich c'est Kimmich. On va pas commencer à... Si on veut être vraiment objectif, on va pas comparer Kimmich à Casado. Mais Casado, il a pas à rougir du tout. Et vu la performance qu'il fait, il y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On peut faire confiance à Casado pour le futur, tout comme à Bernal. Il y en a plein qui disaient Casado au début de saison, il n'est pas meilleur que Bernal, tout ça. Mais les gars, il faut se rendre compte que déjà on s'en fout complètement. Le débat n'est pas là. Le débat, est-ce que vraiment on va avoir un débat, savoir si Casado est meilleur que Bernal ou quoi? Les gars, on a les deux joueurs dans notre équipe. C'est comme si on disait mais Lamine Yamal est meilleur que Rafinha. Et alors? On s'en fout. Genre, est-ce que vous voulez que du coup Lamine Yamal joue et pas Rafinha? Non, on veut que les deux jouent. On a les deux dans notre équipe, ils sont très bons. Gavi est très fort, Frenkie de Jong est très fort, Dani Olmo est très fort, Pedri est très fort. Eh ouais, mais tant mieux pour nous. Ça veut dire qu'on a un gros effectif et on a vraiment des bons joueurs dans notre équipe. Donc est-ce qu'il faut se plaindre de ça? Voilà, il y avait ces petits trucs-là. Moi, je trouvais ça un peu bizarre toujours de vouloir comparer à chaque fois. C'est comme avec Gavi en fait. Gavi au début, moi j'aimais beaucoup Gavi. Je trouvais vraiment très bon, qu'il avait un gros potentiel. Et il y en avait plein qui me disaient mais Pedri est plus fort. Et alors? C'est quoi le projet? On a les deux avec nous. Ils sont très forts tous les deux, ils ont un gros potentiel tous les deux. On est content, c'est tout. Donc il faut se réjouir de ça et c'est tout. Donc Casado masterclass, et Rafinha aussi, Rafinha monumental. Rafinha, le début de saison qu'il fait, c'est incroyable. Ensuite il y a Khalidou qui dit on parle, mais le Bayern n'a pas eu beaucoup d'occasions dans ce match. C'est vrai, on l'a vu tout à l'heure dans les petits stats, les stats du début de vidéo. Le Bayern s'est procuré pas énormément d'occasions. Les expected goals, ils sont autour de 1, un petit peu plus que 1 quoi. Ce qui au final n'est pas beaucoup. Pour un Bayern, on l'a dit, on l'avait vu dans l'avant-match aussi, le Bayern en moyenne cette saison, pas en Ligue des Champions parce qu'ils ont mis 9 buts contre je sais pas qui là, mais en Bundesliga, le Bayern c'est une moyenne de 3,4 buts par match et 1 but encaissé par match. Le Barça c'est une moyenne de 3,3 buts par match et 1 encaissé par match. Et voilà, au final, nous on a une moyenne de 3 buts par match, on leur en a mis 4. Eux ils ont une moyenne de 3 buts par match, ils en ont mis 1. Donc au final, on a gagné. On a gagné. Et on les a un peu éteints, même s'ils ont dominé, ils ont eu la possession, ils ont été dans notre camp. Ils ont plus eu le ballon, mais au final, ils n'ont pas été dangereux. C'est ça la différence. Nous, on a choisi peut-être de ne pas avoir la possession, de les laisser et d'agir en contre. Mais au final, on a peut-être un petit peu renié, on va dire, notre manière de voir le foot en laissant la possession. Mais des fois, il faut savoir le faire aussi. C'est ce qu'il faut des fois abandonner. Moi, j'en avais parlé avec l'Espagne. Surtout, c'était assez criant. Où l'Espagne contre le Maroc en Coupe du Monde, pour les frérots marocains, vous vous en souvenez. Quand le Maroc avait éliminé l'Espagne, et l'Espagne avait voulu absolument avoir cette possession-là, quitte à ne pas être du tout dangereux. Et le Maroc, ils s'en foutaient eux. Ils étaient très solides derrière et ils jouaient en contre. Bon, ça s'est joué au péno, mais des fois, savoir mettre son ego de côté, laisser la balle à l'adversaire pour mieux leur faire mal derrière. C'est ce qu'on a fait et au final, ça nous a réussi. Ensuite, il y a Sinouts qui dit que penses-tu du pressing que tu subis sur Twitter par rapport à ta vidéo sur Flick? Comme on dit, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est l'expression. Dernière question de la vidéo, Flick va-t-il jouer avec le même milieu classico ou il va incorporer Olmo pour plus de flicky-flaka? Je sais pas, je pense que Dani Olmo devrait être titulaire en vrai, mais j'en sais rien. Mais je pense que oui, il a joué quelques minutes, un peu comme Fermin. Fermin, il avait joué quelques minutes contre Séville et là il a été titulaire. Là c'est peut-être au tour d'Olmo de faire un petit peu le même truc où Olmo il a joué quelques minutes là contre le Bayern, histoire de se mettre en jambes. Il a fait plutôt une bonne rentrée, en plus j'en ai même pas parlé dans le débrief hier, mais il y avait tellement de choses à dire que voilà. Mais Olmo a fait une très bonne rentrée hier, qualité technique, tout ça, pour conserver la balle, pour éliminer. Et ouais, je pense que Dani Olmo devrait être titulaire à la place de Fermin. Voilà, et Fermin pourra rentrer quand même quelques minutes, peut-être, ou quoi, mais je pense que voilà, on verra Casado, Pedri et Dani Olmo au milieu. Mais peut-être que je me trompe. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour l'avant-match contre le Real Madrid, parce que le Real, on joue samedi. C'est comme ça, on n'a pas beaucoup de jours de repos. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao!